Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Rémi. Salut, ça va? Ouais, toi, t'as la forme? Bah ouais, nickel. Écoute, aujourd'hui jour de repos, donc j'ai pas bossé, j'ai pu suivre cette super étape tranquillement, donc on va pouvoir débriefer tout ça, ça va être sympa, et puis parler de cette saison cycliste qui s'annonce passionnante. Effectivement, on va pouvoir revenir sur cette étape de l'étoile de Bezège qui a été vraiment sympa. On va parler un peu de ce début de saison et puis on va revenir peut-être sur certains bêtes. Et déjà, on dit merci à Chicken pour le follow et puis sa propagande vélonée. On connaît bien l'énergumène, c'est autre que poulet. On a l'habitude de le voir dans les émissions Hand. J'espère que le son est correct et qu'il n'y a pas trop de bruit de fond, etc. Euh, alors Rémi, déjà, que dire de cette étape? C'était une étape dont on attendait du spectacle et on en a eu. Et vraiment énormément, et plus peut-être qu'attendu au départ. Ouais, c'était une étape assez indécise parce qu'il y avait pas mal de difficultés en début d'épreuve, mais les 100 derniers kilomètres étaient relativement plats. Donc certains pouvaient s'attendre à un sprint, mais on peut voir qu'avec avec ce contexte du coronavirus, il y a quand même un gros plateau, beaucoup d'épreuves qui sont annulées. On ne sait pas quelles seront les courses qui vont prochainement avoir lieu. Donc les coureurs ont voulu faire la course, les gros noms ont voulu faire la course et c'était pas pour nous déplaire, ça a accouché d'une super étape. Effectivement, on a eu du mouvement dès le départ avec Nibali qui est parti dès la première difficulté, avec du Brunel, du Bernal à l'attaque très rapidement, ça a animé les choses et puis les sprinters ont très rapidement sauté. On a vu juste quelques sprinters punchers être capables de suivre, je pense à Bouhanni, à Kokar. Et il y a eu d'autres déceptions, je pense à Nizzolo ou à bien d'autres, qui ont sauté dès le départ de l'étape. Donc c'est une étape qui a été animée dès le départ, qui a vraiment été très rapide, avec plus de 45 km/h de. Enfin, 45, 42-43 km/h de moyenne, avec plus de 2000 mètres de dénivelé, donc c'est quand même très dur. Et puis au final, on a eu un dénouement avec un final tactique remporté par l'auto. Je crois que c'est pas arrivé une seule fois en 2020, il me semble, que l'auto arrive à gagner en étant en supériorité numérique. Je crois qu'à chaque fois, ils ont loupé le coche. Et là, ils sont un peu rattrapés aujourd'hui en décrochant une victoire ultra importante et un Wellens qui est toujours aussi fort en début de saison, j'ai envie de dire. Ouais, la Lotto a parfaitement manœuvré tactiquement, parce que Velen, c'était peut-être pas forcément le plus fort aujourd'hui. Je pense que dans la bosse, des coureurs comme Tuns ou Kwiatkowski lui étaient supérieurs. Et on voit que Oldani, qui était très fort aujourd'hui, a Mm. bien fait la cassure dans la descente pour Vélens. On avait un Gilbert aussi qui est pas forcément dans sa meilleure condition, qui a fait le taf pour creuser l'écart sur le peloton. Vraiment, la Lotto a parfaitement manœuvré, a bien profité de sa supériorité. Et au final, la victoire est logique pour Vélens. Oui, voilà, effectivement. Oldani qui semblait quand même le plus fort des lotos. Euh, Il y avait Ouais, deux tout à options. fait, ouais. Je pense qu'Oldani aurait pu s'imposer au sprint. C'était pas. Vu les noms devant, ça aurait pas été une surprise, mais ça aurait été une difficulté vis-à-vis de. Enfin, ça aurait été un risque à prendre vis-à-vis de la présence de Tuns ou de Kokar qui pouvaient tenir. Donc je pense que l'auto a manœuvré de manière parfaite. Bah, je salue du coup les gens dans le chat, que ce soit Beats, Sten ou Didi, connu comme Gwendy dans le métier. Je pense que on se connaît bien, le petit Gwendy Duval. Futur champion, hein. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Non, mais c'était une très belle étape et je pense peut-être que s'il y a des regrets à avoir, c'est peut-être pour Ineos et Fiat qui pouvaient peut-être suivre Wellens, mais qui a malheureusement chuté dans la descente. Alors je sais pas si tu as vu son tweet d'après course ou pas du tout. Non, j'ai pas vu. Je Alors, t'avoue que j'ai pas vu. alors, il a pesté contre l'UCI qui entre guillemets remettait en cause la position du truck et qui allait l'interdire à partir d'avril, en expliquant que c'était pas normal que cette position soit interdite et qu'à côté il y ait des conditions si difficiles de course, puisque malheureusement Fiatowski a perdu sur une chute due à une plaque d'huile qui était présente sur la route. Donc je peux comprendre qu'il soit agacé, mais est-ce que tu comprends peut-être ce coup de gueule? Non, moi je pense que c'est un peu déplacé. On peut pas tout faire parfaitement. Je pense que c'est une bonne initiative d'arrêter cette position et d'interdire cette position qui est dangereuse, où on n'a aucun contrôle sur le vélo, on peut pas avoir accès aux freins rapidement. Et la plaque d'huile, c'est une autre, enfin, c'est totalement un autre sujet. Ça n'a rien à voir. Pour moi,
deux sujets qui sont complètement différents et aucun lien de cause à effet, aucun lien entre les deux. Surtout que normalement la décision et du moins l'annonce a été faite au directeur sportif avant, c'est-à-dire que en course, même moi j'étais au courant qu'il y avait une plaque d'huile dans la descente. Donc c'était peut-être à lui de prendre moins de risques à ce moment-là, puisque après il a suivi le mouvement de Wellens. Je pense qu'il a beaucoup de regrets et il s'en veut plus à lui-même qu'autre chose. Après, s'il avait réussi à le suivre, je pense qu'on aurait eu peut-être un final un peu plus mouvementé avec les deux devant et peut-être une entente qui n'aurait pas forcément été cordiale. De toute façon, dans tous les cas, est-ce qu'on peut dire que Wellens a déjà gagné le général avec les 40 secondes d'avance qu'il a pris aujourd'hui? Moi, je pense que oui, oui, clairement. Là, il a quoi? Je crois qu'il a 48 secondes d'avance, ça me paraît quand même beaucoup. Vélez, c'est quand même un bon coureur contre la montre, surtout en début de saison. Je crois qu'il avait gagné à la Ruta del Sol il y a 2 ans le chrono. Donc, je le vois pas perdre 40 secondes. Il faudrait que Kiato prenne les bonifs, gagne l'étape, et encore, il aura encore 30 secondes à récupérer, ça me paraît beaucoup. On est plutôt d'accord. Je pense qu'aussi le général est plié. C'est pas comme s'il y avait un Jana derrière, par exemple. Malheureusement, Ineos a Kchat et Bernal. Bernal qui a perdu d'ailleurs 1 minute 11 il s'est relevé dans le final. Il a beaucoup travaillé pour le Polonais au final. C'était une surprise, mais d'un côté, je suis surpris positivement par le fait de voir Ineos à l'attaque. Surtout qu'ils avaient Jana qui aurait pu régler le contre-la-montre et gagner le général. Et ils ont pris des risques et c'est eux qui ont mouvementé et pimenté la course toute la journée. Donc est-ce que c'est peut-être un bon signe pour le Tour de France et même le Giro à venir pour toi? Bah après, je pense que qu'Ineos, c'est pas forcément l'objectif de leur saison de remporter cette étoile de Bessèges, hein. Il faut qu'ils fassent la course. On a des coureurs qui se préparent pour les premières épreuves, pour les classiques. Donc sur une belle étape comme aujourd'hui, mouvementée, avec des grands nombres devant, c'est normal qu'ils prennent part à la course, même si peut-être qu'ils auraient plus eu à gagner à avoir une course d'attente et avec en vue du chrono final pour Ghana. Mais pour moi, le leader sur cette semaine était sans doute Kwiatkowski. Ils ont joué la carte de la course offensive jusqu'au bout. Et puis après, à mon avis, Ghana était surtout là en plan B si jamais il n'avait pas perdu de temps en vue du chrono final. Et mais Kwiatkowski semble être le leader cette semaine. Effectivement. Ben, c'était justement sur le commentaire de Nico Christian que je voulais rebondir justement avec l'annonce de Braceford hier. Je crois que c'était dans les médias de West France qui voulait justement de courir de manière plus offensive et plus moins dans l'attente, moins dans le contrôle comme ils l'ont été ces dernières années et que justement il trouvait que c'était gagner avec panache c'était peut-être pas forcément plus d'attrait mais ça offrait plus de possibilités à son équipe. Donc est-ce que tu penses que c'est du bluff ou est-ce que c'est justement une manière de dire à Jumbo, bon, si vous voulez contrôler, on vous laisse désormais, nous on va courir différemment et on va essayer justement de pimenter un peu la course. Ouais, moi je pense que c'est une guerre psychologique avec Jumbo, tout à fait. À mon avis, c'est pour mettre le poids de la course à cette équipe et c'est pour se positionner en tant qu'outsider. Donc, bon, on verra bien. Après, je pense que s'ils sont en position de force, avec des chronos à suivre et des rouleurs supérieurs aux autres dans les grands tours, ils courront comme ils l'ont toujours fait en contrôlant la course. Pour moi, c'est plus pour se positionner dans cette position d'outsider par rapport à Jumbo, tout à fait. Voilà, donc on est un peu d'accord sur ce point-là. Après, j'attends de voir parce que justement, si on a un Giro où au final Ineos envoie beaucoup de leaders, je pense à Bernal, je pense à. On a eu l'annonce de Sivakov également qui allait participer au Giro, avec Tao qui serait absent. Euh, est-ce qu'on va avoir une course de mouvement avec ces coureurs-là ou est-ce que justement si Jumbo n'aligne pas vraiment de leader, est-ce qu'ils vont pas contrôler et retourner à l'ancien Ineos? Bon, j'espère vraiment voir du mouvement parce que je pense qu'on a un programme d'ailleurs au Giro qui est vraiment euh, qui peut nous permettre de voir du spectacle. Tu vois. Oui, puis aussi, je pense que la nouvelle génération de coureurs d'Ineos est quand même un peu plus focalisée grimpeur et un peu moins contre la montre, avec des Pidcock, Tao Geoghegan Hart, Sivakov, donc Bernal aussi. Donc c'est sans doute une stratégie qui devrait plus leur convenir que le fait de contrôler pour des Thomas et des Froome qui automatiquement faisaient la différence en chrono. C'est ça. Et puis c'était des coureurs un peu plus attentistes également. Donc je pense que cette nouvelle génération va apporter du spectacle. Je pense qu'on l'a déjà vu l'année dernière avec Pogacar qui n'hésitait pas à attaquer dès qu'il avait une porte ouverte entre guillemets.
C'était peut-être le seul à être capable de le faire, bon, même si on a longtemps dit que c'était juste parce que Primoz lui laissait un bon de sortie à chaque fois. Mais bon, je pense que c'était quand même le seul à pouvoir le faire et être assez fort pour justement se dégager du marquage de Roglic. Mm. Euh, Maintenant, à voir si, notamment sur le tour, le train de Jumbo arrivera à cadenasser la course si vraiment tu as un Carapace en feu, tu as un Bernal qui veut vraiment y aller, tu as un Tao qui y va également. Je pense qu'on a moyen d'avoir un tour avec du spectacle, même si malheureusement avec les chronos, j'ai peur que ça soit un petit peu bridé un temps, surtout avec le Jumbo, c'est un peu le risque. Merci pour le follow, Corent. N'hésitez pas à follow d'ailleurs par ailleurs, les gars. Euh, Maintenant qu'on a parlé de Bessèges, on va peut-être s'attarder à l'étape de demain. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Ben, moi, je pense qu'elle va être au moins aussi indécise que celle d'aujourd'hui. Parce que ben, tout va dépendre des d'Ineos, on en parlait, hein. Est-ce qu'ils vont vouloir faire la course pour reprendre du temps à Team Wellens ou est-ce ils vont un petit peu laisser couler, jouer la victoire d'étape avec d'autres coureurs que Kwiatkowski? C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de coureurs qui sont un peu loin au général maintenant, donc l'échappée aura peut-être une bonne sortie. Mais le final est quand même assez difficile. C'est de la montagne russe à la fin, hein. Ça va faire que monter et descendre. Un dernier kilomètre qui est peut-être au moins aussi difficile que celui qu'il y a eu à Bellegarde. Il y a bien 600 mètres à près de 10% dans le dernier kilomètre. Donc on va avoir encore une course indécise et un final assez indécis. Avec une route étroite aussi, le placement va être super important. Donc difficile de faire un pronostic pour demain. Oui, je suis plutôt d'accord. On a cette. Déjà, il faut entre guillemets deviner qui va contrôler la course. Pour sûr, l'Auto Soudal contrôlera s'il y a quelqu'un de proche au général à l'avant. Par contre, s'il n'y a vraiment aucun danger avec des joueurs, enfin des coureurs à plus de 3 à 5 minutes, ça risque de laisser filer. Il y a un bon groupe Eto qui a terminé à 20 minutes également aujourd'hui. S'il y a jamais y a ces mecs devant, ça peut clairement aller au bout. À voir s'il y a aussi un objectif victoire d'étape. Avec une étape sur un circuit comme ça, on pourrait voir un Brian Cocard viser l'étape. Nasser Bouhanni, pourquoi pas également. Donc pour moi, s'il y a du mouvement, ça viendra des équipes. Enfin, s'il y a du mouvement, ça viendra soit des équipes, soit d'Ineos qui veut animer la course, soit au contraire d'une échappée peut-être bien représentée. Et derrière, si Arkea et BNB sont pas représentés, une chasse faite par des équipes françaises comme on a l'habitude de le voir ces derniers jours. Je pense qu'on est plutôt d'accord sur ce scénario. Euh, Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je vois bien quand même une échappée bien fournie avec des équipes françaises dedans, hein, des coureurs comme bon, mais Quentin Paché, il est tombé récemment, mais des coureurs de ce style, peut-être un Anthony Perez chez Cofidis, ça me paraît possible. À G2R, il y a un coureur comme Nessen qui peut peut-être essayer de se tester, d'aller dans l'échappée. Donc, on pourrait avoir deux courses, une course pour la victoire d'étape et une course pour le général, surtout si Ineos se désintéresse un petit peu de tout ça. oui, je pense que c'est l'option envisagée. Après, si Ineos veut justement animer la course, pour toi, ils doivent s'y prendre comment? Pour faire sauter Wellens et mettre en difficulté Thibaut. Ben, à mon avis, ça va être très difficile parce que la Lotto a quand même un collectif solide, on l'a vu aujourd'hui, donc je les vois pas faire sauter Velens, mais par contre, ils peuvent espérer en rapprocher de Kwiatkowski d'une dizaine de secondes grâce au bonif, parce qu'il y a je crois qu'il y a 3 sprints de bonification demain, Alors, si je ne me trompe pas. je vais dire ça tout de suite, je vais regarder. Donc, il y a 19 secondes à prendre, donc ça pourrait permettre à Kwiatkowski de se rapprocher à moins de 30 secondes au général. Donc ça pourrait être une stratégie de durcir la course et de ne pas laisser d'échapper pour que Kwiatkowski joue les bonifs toute la journée. Ça pourrait être une stratégie, oui. Mais après, je ne le vois pas lâcher Velens et lui reprendre du temps hors bonification. Hmm. Effectivement, il y a 3 passages sur la ligne, donc effectivement, ils vont passer 3 fois sur la ligne, hein. Donc il y aura 3 bonifs, donc ça peut faire 9 secondes au maximum si, par exemple, Kwiatkowski passe 3 Ouais, fois et les devant. 10 de l'arrivée aussi. C'est ça, donc on peut reprendre facilement 19 secondes juste via les bonifs. Après, ça risque d'être compliqué parce que les sprints sont vraiment très éloignés. Euh, mais on peut voir une course de mouvement au moins dans le final, parce qu'il y a quand même 2 passages sur la bosse qui sont dans les derniers kilomètres, donc ça serait pas une surprise de voir du mouvement dans le final.
Donc, dans tout cas, je pense que c'est le scénario. On va peut-être s'attarder betting parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Si tu devais prendre des pics demain, ça serait quoi de ton côté? Ben, moi, je retenterai le petit Stewart, peut-être, qui est sorti, je crois, sur les books anglais à 81, donc peut-être qu'il y aurait un top 3 sympa à faire. À mon avis, c'est un des plus costauds sur ce type de sprint en boss, surtout que ben, Brian Cocard est tombé aujourd'hui. Pedersen et Nizzolo semblent un peu moins bien que sur la première étape, surtout si à la course dans la journée, ça risque de les entamer. À mon avis, ils ne sont pas au top de leur forme. Ils ont été très bons sur un effort court, juste sur la montée de Bellegarde, mais sur une centaine de kilomètres où ça bataille, je pense qu'ils sont encore un peu justes. Donc déjà, ça enlèverait trois gars qui ont fini dans le top 10 sur la première arrivée en boss. Donc ça laisse de la place pour pas mal de coureurs. Donc je vois bien s'il n'y a pas d'échappée qui va au bout, je vois bien Katowski, Laporte et Stewart dans les tout premiers. Effectivement, ça peut être de Don Vetch. Mon côté, peut-être s'il y a une échappée, j'avais pensé, je sais que tu vas kiffer, et à Touzé, justement, pour AG2R, parce que Ah il ben a ouais, chuté sur l'étape hier, donc c'est sur l'étape 2. Il a juste souffert de dermabrasion, mais il a été très solide aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il termine dans le groupe juste derrière, donc pas le groupe à l'avant, mais il a été très actif en début d'étape notamment. Je pense que c'est un mec qui peut se glisser vers l'avant, qui est assez loin en général pour disputer la victoire d'étape. En termes de pick breakaway, je trouve que c'est intéressant. Il sera très très haut, je pense. ben, Touzé, j'en parlais dans une conversation, ouais, je pense que je le prendrai. J'ai bien regardé la chute d'hier et il tombe dans l'herbe, donc à mon avis, c'est pas fait très mal, tout comme Jordi Meus, tous les deux ils sont tombés dans l'herbe et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de séquelles. Et comme tu l'as dit, là, il a fini dans le deuxième groupe, Touzé. Il semble être en condition. Il a bien placé Van Avermaet sur la première étape. Il était encore dans les toutes premières positions au rond-point, donc il était dans les meilleurs hier. Et à mon avis, s'il est dans l'échappée, c'est un final qui pourrait totalement lui convenir. Après, j'ai peur que ce soit un petit peu le poisson pilote entre guillemets de Van Avermaet et que ce soit pas forcément la carte échappée de la G2R qui risque plutôt d'envoyer du Goujard ou voire même du Oliver Neysen devant. C'est possible, effectivement. Après, c'est un risque à prendre. Je pense que ça sera un pic qui va frôler les 500 de côte. Généralement, tout c'est assez sous-côté, surtout maintenant qu'il est chez 2R. Je pense qu'aussi, justement, ce changement d'équipe, d'écurie, justement, de Cofidis à G2R, ça peut lui apporter que du bon. Ben, c'est Dimitri Claes qui avait dit, j'avais vu sur une interview de Neysen qui connaissait pas trop Touzé, il avait demandé à son pote Claes ce qu'il en pensait et il avait dit qu'il comprenait pas la Cofidis d'avoir laissé partir Touzé, que c'est vraiment le mec qui avait le plus de potentiel dans cette équipe et qui avait pas forcément été utilisé à bon escient. Donc je pense que Touzé, il peut vraiment exploser cette année. Et bon, après, il sera sans doute au service de Van Avermaet, de Neysen et de Van Hoek aussi, dont on ne parle pas beaucoup sur les Flandriennes. Mais sur des épreuves comme Bessèges ou peut-être sur un grand tour comme la Vuelta, il pourra avoir des bonnes sorties et je le vois bien gagner sa première course en pro cette année. Ouais. Je suis plutôt d'accord sur cet avis. Salut Tim. Salut. Du coup, Upbeats nous demande ce qu'on pense de Tuns demain, euh, qui a été plutôt solide, et justement au sprint. Est-ce que tu penses qu'il peut tenir demain et claquer le sprint? Alors Tons, il a dit en interview ouais, qu'il était dans une super condition et ça s'est vérifié, ça s'est vérifié sur l'étape d'aujourd'hui. Hein. Donc toi, tu parlais d'Oldani, peut-être qui aurait pu jouer la victoire d'étape aujourd'hui pour la Lotto. Je pense qu'ils ont vraiment bien négocié en faisant la cassure avec Velens dans la descente, parce que pour moi, Tons était clairement et largement le plus fort dans cette échappée pour le sprint. Du sprint. Et demain, c'est possible que si Pedersen est un peu diminué, Tuns peut se glisser dans l'emballage final. Il est vraiment costaud. J'ai pas souvenir de le voir faire de gros sprints comme ça en boss, en faux plat montant, mais en tout cas, il a la condition. Et bon, on a vu qu'il
pouvait y avoir des surprises. Il pouvait y avoir des Jordi Meuse, des Cocards s'immiscer. Et donc, pour le coup, Tuns, s'il sort haut aux alentours de 100, je pense que ça peut être un pic sympa, voire un podium. C'est à voir. Je suis plutôt d'accord, surtout que Mats Pedersen souffre, il s'est fracturé le doigt, je crois. Il souffre du doigt en tout cas. Il n'est pas au top et je pense que c'est pas une condition optimale pour sprinter non plus. Donc, même si entre guillemets Pedersen est là, le leadership peut être inversé puisqu'on l'a vu sur le tour. C'était chacun son tour, donc que ce soit Tuns, Pedersen et c'était je sais plus qui était le troisième gaillard. Mais c'était vraiment chacun son tour. Donc pour moi, Tuns, si c'est au-dessus de 50, je trouve que c'est vraiment très intéressant, surtout pour un top 3. Voilà, donc voilà. Il y a Didi qui nous dit qu'il veut jouer Oldani. Alors je sais que Oldani était très fort aujourd'hui, mais il est clairement équipier. C'est dommage parce que je pense que c'était le plus fort des lotos aujourd'hui. Je pense qu'il était même plus fort que Wellens, puisqu'il a dégagé dans la bosse. Je sais pas si tu me rejoins sur ce point-là, Rémi. Ouais, il a mis tout le monde dans le rouge, dans la bosse, hein. C'est lui d'ailleurs, l'écart est diminué progressivement et c'est lui en mettant son coup de vis dans l'avant-dernière bosse qui a recreusé et qui a permis à l'échappée de souffler et d'être sûr de se jouer la gagne. Donc je pense qu'Oldani, ouais, il a été très très fort aujourd'hui et pour moi, il était sans doute même meilleur que Tim Dellens. Je suis d'accord avec ça. Voilà, donc on va faire peut-être un petit jeu sur le chat. Je sais qu'il y a Thibaut et qu'il y a tout le monde dans le chat. Juste pour vous, un avis sur l'étape de demain. Si vous deviez pick un mec qui va s'imposer demain, vous choisiriez qui? J'attends surtout de voir le choix de Thibaut. Peut-être Upbeats, on sait que c'est plus Tons. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent donner leur avis, mais on peut revenir dessus, d'ailleurs, si vous voulez. Sinon, au niveau du chrono, je pense qu'on est plutôt d'accord, Rémi, sur le fait que ça va être Jana contre tout le monde, hein. Juste le chrono brut sans prendre en compte le général. Ouais, sur le chrono, je pense que ouais, Ghana, déjà, il va sortir très très bas. Et à part essayer de choper un top 3 à la Barta, comme il disait, comme Tib, il nous avait sorti sur la Vuelta, ça va être compliqué de gagner de l'argent sur ce chrono. Je vois mal quelqu'un sur un effort de 10 km jouer du dérailleur avec Ghana et se rapprocher de l'Italien pour la victoire d'étape. Surtout qu'il va peut-être, je ne sais pas si c'est pas la première fois où il va sortir son maillot de champion du monde, non? Euh, Donc je pense que ça lui tient à cœur de remporter ce chrono. alors, je crois qu'il l'a jamais sorti, effectivement. C'est vrai que je le dis, c'est plus Ghana que Jana. Je le dis à la française, c'est vrai. Et il y a Krios Talodon qui nous dit que Félix Groschartner pourrait s'imposer demain. Je sais pas ce que t'en penses, je pense qu'il est peut-être pas au top. Je le trouve un peu diminué, en plus il a chuté le premier jour. Je trouve que c'est un bet qui peut être intéressant si c'est très haut, mais je trouve qu'il n'a pas été très rassurant ces derniers jours. Non, il n'a pas été hyper rassurant, puis je crois qu'il a lourdement chuté, donc c'est pas forcément le bet sur lequel je me jetterai. Après, ouais, surtout dans cette filière puncher, j'ai l'impression qu'un gars comme Kiatowski est plus solide en ce moment. Et puis il y a aussi, c'est Nessan qui disait que sur cette course, ça frotte beaucoup, c'est très dangereux. Donc à mon avis, des coureurs comme Groschartner, comme Nessen, même comme Van Avermaet qui ont des bien plus gros objectifs plus tard, ils prennent pas forcément le risque qu'ont pris Gouani ou Laporte sur la première étape. Et le placement, c'est qui va être crucial demain. Donc je vois pas des gros coureurs, des Bernal, des Groschartner, des Nibali ou voire même Mollema jouer l'étape parce que ça me paraît trop dangereux pour eux. Oui, avec les routes étroites, c'est effectivement un risque. Bah, justement, je voulais le voir. Polaïd qui en parle, c'est Andreas Krohn qui avait fixé comme objectif cette étape. Le problème pour Krohn aujourd'hui, c'est que Wellens est leader, donc j'ai peur qu'il soit cadenassé au rôle d'équipier. Après, s'il se retrouve devant dans une échappée, pourquoi pas. Comme on a parlé, le scénario de l'échappée pas au bout, ça peut être un pic intéressant. Il a été très fort sur le GP de la Marseillaise. Je trouve que l'Auto Sodal est vraiment très fort. Ils ont l'air d'avoir fait une très bonne prépa. Donc ça peut être pourquoi pas un pic intéressant, Krohn. Est-ce que tu es d'accord sur ce point-là? Oui. Moi, ben, Krohn, je suis d'accord sur le fait que de toute façon, il sera au service de Wellens. Je vois mal des lotos aller dans l'échappée demain. Et puis après, pour moi, hors scénario échappé, il trouvera quand même plus fort que lui.
Et même sur le final, de toute façon, il sera au service du leader de la course. Donc Krohn, je le vois clairement pas s'imposer de même. Même si, tu as raison, c'est un super puncher qui a l'air d'être en forme, qui a montré sur la Marseillaise qui pouvait être bon. Mais d'un point de vue betting, ça me paraît pas être une bonne idée. D'accord. Et alors, il y a Thibaut justement qui nous répond, qui nous dit que Bart, ça pourrait être un bon pied parce qu'il a, justement, il se posait la question sur le replay. Il avait l'air de lui plaire pas mal au niveau de ce qu'il dégageait, notamment le fait qu'il soit un peu plus fort que Cocard et qu'il voyait la course de demain se courir un peu comme une classique. Kinos va dynamiter tout ça pour essayer de replacer Fiato, donc c'est ce qu'on a dit un peu plus tôt, et que justement Bart pourrait en profiter dans ce scénario-là. Je trouve ça Euh, vraiment intéressant parce que j'ai trouvé Bart très solide aujourd'hui. Ben ouais, Bart a été très fort, mais encore une fois, c'est quand même difficile. Je le vois pas battre Kadowski, ni même Tuns, ni encore Velens sur la bosse finale. Donc effectivement, c'est peut-être un coureur qui va finir dans les 10 premiers, mais il va falloir pour entrer dans les 3, ça va être quand même compliqué. Je le mettrai pas dans les 3 meilleurs punchers de la course, surtout avec le plateau qu'il y a cette année. C'est peut-être justement pour moi l'étape qui lui correspond le moins parce que c'est une étape qui va certainement se dynamiter au pire des cas, se dynamiter dans la dernière ascension. Et c'est pas comme une arrivée où vraiment il y a une descente où il peut récupérer et régler quelqu'un au sprint comme aujourd'hui. Pour moi, il a loupé le coche. La victoire, elle était aujourd'hui. S'il avait tenu derrière Wellens, s'il avait pris la bonne roue, s'il l'avait suivi dans la descente, il l'aurait réglé au sprint. Voilà. Bon, après, Velens, il a quand même une bonne pointe de vitesse, il ne faut pas sous-estimer non plus, mais je pense qu'il aurait surtout pu profiter du fait que Velens a l'objectif du classement général avec le chrono derrière. Donc, à mon avis, il en aurait fait plus que le Français. Un peu à l'image d'un Jonathan Hiver, une fois qui avait gagné une étape de Paris-Nice, comme ça, où il était en échappé avec Luis Leon Sanchez, qui jouait le général. Donc je pense que ça aurait été plus dans cette filière-là que Bart aurait pu s'imposer aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il était dans les meilleurs sur la bosse finale, et il était largement au-dessus de son équipier Cocard, c'est clair. Oui, Cocard qui a été un petit peu décevant par rapport à ce qu'il nous a montré ces derniers jours et notamment dimanche. Est-ce que tu trouves ça inquiétant au vu de la saison à venir ou est-ce que tu penses que c'est il faut pas forcément s'y fier, l'étape a été très usante et c'est peut-être un retour peut-être un retour à la course un petit peu plus difficile avec des jours de moins bien. Non, je pense qu'au contraire, hein, c'est surtout sur la Marseillaise où Cocard il avait vraiment été exceptionnel. Là, sur une étape comme aujourd'hui, je pense que les années précédentes, Cocard il n'aurait jamais fait la course devant, il n'aurait pas forcément été dans l'échappée, il n'aurait pas été dans un groupe avec des Van Avermaet, des Kiatowski, des Bernal. Le voir être avec les meilleurs, les 15 meilleurs punchers de la course, c'est déjà très bien, je trouve, pour lui. Donc là, on voit qu'il a clairement modifié sa manière de courir. Il va essayer d'être plus puncher que sprinter. Et je pense que c'est la bonne manière de gagner des courses et de gagner sa première étape sur le Tour de France. Donc c'est sûr qu'il a été un peu en dessous de ce qu'il nous a montré sur la Marseillaise, mais ça reste du très bon cocard et du meilleur cocard dans les bosses que ce qu'il nous avait montré les années précédentes. Effectivement. Alors il y a Polaïd qui nous demande Turgis ou Bettiol. Alors pour l'étape de demain, ou tu parlais du final de Paris-Nice. Voilà, je te laisse nous répondre. On va peut-être changer de sujet. Non, non, c'est pour l'étape de demain, je pense. Je Ah, pense qu'il parle pour l'étape de demain. Je pense que Turgis et Bettiol, ouais, ça peut être des coureurs qui sont plutôt en forme. Je pense que F devait travailler pour Bettiol quand même aujourd'hui. Ça m'a étonné de les voir faire autant de boulot derrière l'échappée. Et à mon avis, c'est que Bettiol a quelques idées derrière la tête et aimerait ramener quelque chose de cette semaine à Bessèges. Donc Turgis et Bettiol peuvent être des coureurs qui auraient peut-être un petit peu de liberté en light attack demain dans les 15 derniers kilomètres. Donc c'est tout à fait des hommes qui pourraient s'imposer demain. Ouais. d'accord. Pour le coup, Turgis peut-être un peu moins. J'ai l'impression que ça a dynamité la course clairement pour lui hein, dans le final. Mais Bettiol, je pense que c'est clairement au pic, surtout qu'il était dans les premiers coups et il a loupé le bon coup. Une fois c'était Oran, une fois c'était Bettiol et au final IF s'est fait piéger. Il y a Dylan qui nous demande un petit résumé de la course, du coup Wendy du moins, qui demande un petit résumé de la course.
Pour faire court, c'est parti très tôt. Dans la première difficulté, tu as déjà eu un groupe avec Hermans qui s'est dégagé. Il y avait Hermans, il y avait Nibali. Dans la première difficulté, il y a tout de suite eu une cinquantaine de distancés qui ont formé un peloton groupetto. Il y avait Nizzolo dedans, euh, Taishan, enfin les sprinters en général. Par la suite, ça s'est encore scindé en deux. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ça a mis un peu plus d'1 heure et demie avant de partir réellement. Il y a un groupe de 17 qui s'est dégagé. Donc parmi les 17, il y avait Greg Van Avermaet, il y avait Kokar, Bart, Wellens, Gilbert, Oldani, Tuns. Qui c'est qu'il y avait comme autre gros nom, Rémi? Est-ce que j'en ai loupé un peut-être? Tu avais Mats Wurtz, Oui, Mats Wurtz, Eking, un petit Delco. Alors j'ai plus le nom du petit Delco qui est top 10 au général maintenant, mais qui était super solide. Carizé, Périsé, ouais. Clément Carizé, je crois. Périsé. Ouais, c'est ça. Euh, et voilà, c'était vraiment un groupe de costauds qui est parti à la pédale. Donc c'était vraiment une course aux géantes. Il y avait Stewart et il y avait Lars van der Berg aussi, le petit collègue de chez Groupama FDJ. Mais une belle étape, hein, effectivement. Oui, comme tu le dis, Wendy, c'était une étape de fou. Bah, le problème, c'est qu'on a loupé le début de l'étape. C'est triste parce qu'en diffusion intégrale, ça aurait été une étape de fou. Et au final, c'était déjà parti, on a loupé un peu tout le spectacle. Il y avait Bernal aussi devant Bernal et Kwiatkowski. Ouais, donc c'était vraiment que des mecs costauds. Bon, on va peut-être parler à d'autres sujets. Euh, alors, Wendy qui demande si c'était possible de mettre en live. Alors, je sais pas pour le coup, moi je t'ai fait donc je peux pas savoir. Est-ce que toi t'as pu regarder si c'était possible, Rémi? Alors moi j'ai essayé de prendre Velen sur XBet une bonne dizaine de fois. Donc, et c'était bloqué, ça fermait, enfin, moi j'ai pas réussi. Du coup j'ai mis un petit peu enfin j'ai mis à 1,40 pour rembourser mes mises de la journée, mais non c'était difficile sur un X ouais, de jouer en live. Ouais, surtout que t'es peut-être flag aussi sur ce point-là, ces derniers temps. Ouais, Euh, un petit peu ouais. donc on va peut-être changer de sujet. On a parlé de Bessèges maintenant, on va peut-être parler de la saison à venir. Est-ce que tu as de ton côté des poulains ou peut-être des pépites que tu vois exploser cette année? Je sais que tu fais beaucoup d'articles sur ce point-là, sur ton site web notamment, vous pouvez retrouver, et t'en as déjà parlé. Est-ce que tu as des coureurs peut-être que tu vois exploser cette année? Des coureurs qu'on connaît, moi j'attends beaucoup de Pavel Sivakov, qui l'an dernier était peut-être pour moi le meilleur des Ineos intrinsèquement. Enfin, on l'avait vu super fort sur la route d'Occitanie, sur le Dauphiné. Malheureusement, il n'a pas eu de chance avec sa chute au Dauphiné où l'étape lui tendait les bras quand il était devant avec Alaphilippe, puis sa chute en début de Tour de France. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de pas mal sur ce tour. Au final, c'est Tao Gegenhardt qui est un petit peu qui s'est un peu révélé l'an passé, mais pour moi, Sivakov, il a toujours été au-dessus de Gegenhardt. Il a toujours donc je pense que ça devrait être son année chez Ineos. Donc moi, j'attendais de le voir sur le Tour de France. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il sera sur le Giro. Mais j'attends pas mal de Pavel Sivakov. Je pense qu'il peut nous surprendre et confirmer ce qu'on avait pu entrevoir l'an passé. Sinon, sur les jeunes coureurs, moi j'aime bien les nouveaux qui arrivent. Là, le petit Olaf Koch, le sprinter de la Jumbo-Visma, qui va profiter du fait que Groenewegen ne sera pas sur les premiers mois, qui sera suspendu sur les premiers mois, donc il y aura la place pour le sprint dans cette équipe. Et puis bon, on a le petit Luc Plapp, là, l'Australien. Donc je ne sais pas s'il va arriver à, moi, j'aurais bien aimé voir la Jumbo remplacer Dumoulin par le petit Plat dès cette année pour voir ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le verra en World Tour en 2022. Et lui, ça a l'air d'être une sacrée pépite. Je suis plutôt d'accord sur Plap. Si Jumbo l'avait signé, j'avoue que j'aurais été un petit peu dégoûté parce que ça aurait été une raison de plus de penser à un Tour de France cadenassé. Parce que si tu rajoutes Plap dans l'équipe Jumbo actuelle à la place de Dumoulin, je pense que c'est un gros plus pour Jumbo. On va pas trop en parler parce qu'ils vont se positionner dessus, après ça serait terminé. Et j'ai pas envie de voir un Tour de France totalement annihilé de spectacle. Voilà, mais je pense que c'est clairement peut-être le plus gros talent actuellement qui est pas encore en vente. Sivakov, je te rejoins. J'espère vraiment qu'il aura son leadership cette année. Euh, D'ailleurs, le Giro, avec le fait qu'on sait à présent que Bernal n'y sera pas, que Tao non plus, ça lui laisse peut-être une place pour être leader. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là? T'es sûr que Bernal sera pas au Giro?
Alors, il va faire le double. Ah non, excuse-moi, il fait Oui, le doublé Giro. C'est Carapace ouais, qui fait juste le Tour de France? Justement, qui est aussi sur le ouais, Giro. sans doute. Non, je crois que ouais, c'est Sivakov Bernal sur le Giro, donc ça, ben, malheureusement pour Sivakov, je pense qu'il sera encore numéro 2. Après, bon, ben, on sait que ça peut très vite changer, hein. Bernal, il était prévu sur le Giro 2019, il s'est blessé à l'entraînement, il a finalement fait le tour et il a passé Geraint Thomas dans la hiérarchie pour s'imposer à Paris. Donc rien n'est encore figé, il peut y avoir, surtout avec tous ces leaders, il peut y avoir des chutes, des méformes, des blessures. Donc moi j'attends Sivakov sur l'année globalement, que ce soit sur le Giro, voire le Tour ou la Vuelta. Je ne sais rien. Et puis après, bon, mais de toute façon, ils ont aussi Carapace, ils ont maintenant Adam Yates sur la Vuelta, ils ont Tao qui va faire le Tour, Richie Porte. Donc il va y avoir du beau monde à Ineos. Et n'oublions pas Pitcock qui devrait être sur la Vuelta. Et lui, pour le coup, je pense que c'est un grand tour qui peut parfaitement lui convenir. Oui. Donc moi j'attends, il me tarde quand même la Volta parce que c'est vrai qu'on a tous nos petits poulains, les jeunes, et ne serait-ce que l'idée d'avoir des Pidcock leader d'Ineos, Sepkus sans doute leader de la Visma, ça peut nous faire une Volta super intéressante cette année. Ouais, surtout, oui. Je pense que vraiment, si on a Pitcock en tant que leader et Sepp en tant que leader, je serais très content. Bah, merci pour les photos. Follow, que ce soit Vogor ou Krios Taladon. Bon, j'arrive vraiment pas à prononcer ton pseudo par contre. Euh, donc je pense qu'on est plutôt d'accord. On attend vraiment du spectacle de cette année. Bon, on a un Giro, un tour avant la Vuelta. Je pense que ce sera un calendrier qui est classique. Ça sera pas entrecoupé par le Covid avec tout qui va s'enchaîner. Alors, Thibaut qui nous dit que Pitcock a dit ne pas faire de GT cette année, mais il a été annoncé en conférence qu'il allait faire la Vuelta par Ineos eux-mêmes. Donc est-ce que c'est du bluff du côté de Pitcock ou est-ce Alors que... moi j'avoue que j'avais vu que Pidcock devait faire la Vuelta il y a un mois, donc peut-être que ça a changé depuis. En tout cas, c'était son programme au départ. Après, c'est possible qu'il y ait eu des changements. Mhm. Effectivement, dans tous les cas, je pense que c'est peut-être le futur du côté d'Ineos. Moi, on va peut-être jouer à un autre jeu. Rémi, maintenant, comme ça, si je te demande les trois gagnants des trois grands tours, tu me sors qui? Juste comme ça. Alors, ben, je te sortirai Bernal sur le Giro. Je vais pas être. Je t'aurais dit Sivakov sur le Tour, mais bon, vu qu'il n'y est pas, je pense que Pogacar sera bien placé pour le doubler. Et je vois bien. Eh ben, j'aimerais bien un petit Sepkus pour la Volta. Ça me ferait bien plaisir. Histoire de rattraper une année catastrophique pour Jumbo, du coup, avec Roglic qui loupe encore un Tour de France et un Giro, peut-être avec George Bennett, pas forcément réussi. Voilà. Après, Alors c'est. là, je vois qu'il y a un Polite qui parle de Leknesund. Alors lui aussi, ce sera un gars à suivre cette année. Surtout quand on voit ce que fait la Sunweb, maintenant DSM avec les jeunes coureurs. Je pense que Legnesund, il peut faire de très très belles choses, notamment peut-être sur le Tour de France, où à mon avis, avec les chronos, il devrait être dans le coup pour le classement du meilleur jeune, par exemple. Et ouais, je pense que Legnesund, enfin, j'aimerais bien le voir sur le Tour de France. À mon avis, c'est un parcours qui pourrait lui convenir. Et on voit que cette équipe, elle donne quand même sa chance aux jeunes. Donc, avec l'apport de Romain Bardet pour l'expérience et des coureurs comme Leknesund, ça va être vraiment intéressant. Effectivement. D'ailleurs, Romain Bardet peut être la surprise cette année. Il n'aura pas de pression, il sera loin d'une équipe française. On n'en parle pas, il est un petit peu oublié chez DSM. Il pourrait nous claquer quelque chose, Bah, peut-être. je pense que ça peut lui convenir parfaitement, hein. Les méthodes, on sait que c'est un acharné de travail, hein, Romain Bardet, donc les méthodes d'entraînement de DSM, ça devrait pouvoir lui convenir. J'avais vu sur un média néerlandais là, qui retraçait les comptes Strava des différents coureurs, qui faisaient partie des 5 coureurs qui avaient fait le plus de kilomètres de sortie d'entraînement en janvier, qui avait fait le plus de dénivelé positif. Ça ne m'étonne pas. Je pense que Romain Bardet, il pourrait être une très très bonne surprise cette année. Et puis j'espère quand même le voir sur des courses autres que les grands tours, peut-être sur les Ardennaises, où il aura peut-être plus de liberté en courant plus offensivement. Donc je pense que la saison de Romain Bardet devrait être intéressante à suivre également.
Je suis plutôt d'accord, surtout sur les Ardennaises où il aura possiblement le leadership. Qui sait qu'il pourrait y avoir en tant que Bah, leader Beno. surtout qu'Hirschi est parti dans les dernières heures du mercato, donc Je pense à Beno il y peut-être. a... Comment? Tige. Ouais, Tige Benoît, bien Ouais. sûr, ouais, il y aura Tige Benoît, Romain Bardet, ils auront quand même une belle équipe, ouais. Mais c'est vrai que le départ d'Hirschi, c'est peut-être un coup dur pour DSM. Après, au vu du salaire visiblement qu'il touchait, je suis pas étonné qu'il soit parti. Alors, et puis on a vu surtout que, alors c'est qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des salaires. Alors je sais plus c'est quelle équipe pour le tour qui a aligné le salaire de son équipe féminine sur l'équipe masculine. Alors il me semble que c'est, alors je sais pas Je si, sais il pas du tout. me semble que Je suis c'est, pas du tout au courant de ça. alors je me demande si c'est pas DSM justement. Bah, c'est possible, c'est bien le type d'équipe qui pourrait faire ça, ouais. Ça leur ressemblerait bien. Après voilà, ça, je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Ça parle de Hindley pour gagnant du tour du côté de Wendy. C'est vrai qu'il y a Hindley qui pourrait être aussi quelqu'un qui pourrait exploser cette année. On l'a vu très très fort sur le Giro l'année dernière. C'est vrai qu'on pourrait le voir exploser. Et il y a Chip qui nous dit que sur les Ardennaises, il attendait Vingegaard. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Vingegaard, ça peut peut-être le futur. Mais dès maintenant, je suis un petit peu sceptique. Ouais, je pense qu'il sur des semi-classiques, peut-être de la Flèche Barbanson, des épreuves comme ça, je le vois bien faire de belles choses. Mais sur les Ardennaises, quand on voit les niveaux d'Alaphilippe, d'Hirschi, de Fuglsang, je pense qu'il y a encore un petit palier à franchir pour lui. C'est vrai. D'ailleurs, on parle peu de Fuglsang, mais est-ce que ça sera une année où il va encore se louper? Ou est-ce qu'il va enfin gagner un grand tour, Fugel? Bah, je pense que les grands tours, il a un peu abandonné l'affaire. Je le vois. Je pense que le Giro de l'année dernière était sa dernière vraie tentative. Là, cette année, il va essentiellement se consacrer aux Jeux Olympiques. Et je le vois mal concourir pour le classement final d'un grand tour, surtout avec tous les jeunes qui arrivent maintenant. Donc malheureusement pour lui, sur un grand tour, j'y crois plus trop. Je suis plutôt d'accord, j'ai l'impression qu'il a loupé le coche et il arrive. De toute façon, j'ai l'impression que malheureusement, les trentenaires, c'est un peu fini pour eux sur les grands tours. L'année dernière, je me suis avancé un petit peu vite en disant que c'était place à la jeune génération, mais je pense que c'est vraiment le cas et je pense que les coureurs qui ont plus de 30 ans, qui n'ont jamais réussi à gagner un grand tour, ont du mal maintenant à, à faire une surprise et gagner un grand tour. Il y a Brutus qui nous dit bonjour. Salut Brutus. On va peut-être changer de sujet. Justement, tu parlais des JO, ça serait peut-être le moment parfait pour faire la transition. Pour toi, c'est qui le favori pour les JO? Bah, pour moi, c'est à la Philippe. Le grand favori, tu vois pas un Hirschi? Ouais. Ben, je pense que à la Philippe, ben, on a vu qu'il arrivait cette fameuse surcompensation, il sait gérer ses événements une semaine après un grand tour. Donc il a prouvé l'an dernier sur les mondiaux. Donc ben, je le vois bien reproduire le même schéma. Après Hirschi, s'il était resté à Sunweb, j'aurais peut-être plus de certitude pour lui. Là, on va voir ce que ça va donner chez UAE. Mais à mon avis, à la Philippe, il peut faire. Il reste le favori pour les JO. Surtout qu'il aime les grosses chaleurs, je pense que le climat là-bas, de l'autre côté du monde, à Tokyo, devrait lui convenir. Donc, je pense qu'à la Philippe reste le favori. Après, on est encore loin des JO. Beaucoup de coureurs en font un objectif prioritaire cette année, comme Fuglsang, on en a parlé, des coureurs comme Lutsenko, comme Valverde. Faudra voir un petit peu en temps voulu. Surtout que pour Bala, ça sera certainement, bah, c'est certain, ça sera les derniers JO puisque c'est tous les 4 ans. Et ça sera surtout la dernière saison pour Bala qui est annoncé Mm. raccroché à la fin de l'année. Donc, est-ce qu'il va gagner cette année? L'année dernière, il a fait 17, il n'a pas gagné une étape. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer? Est-ce qu'il sera là au mur de lui? Est-ce qu'il arrivera à en claquer une dernière avant d'arrêter? Ça serait beau. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à l'abri des chutes et des blessures. La saison peut évoluer très vite et on n'a pas encore eu de gros forfaits ou de grosses annonces de chute, mais généralement, c'est vers le mois de mars que ça commence, hein. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était Bernal qui s'est fracturé la clavicule au mois de février. Il me semble que c'est à peu près dans cette période-là, où il revient derrière et gagne le tour. L'année dernière, il y avait eu le premier forfait
C'était le forfait de Geraint Thomas, il me semble, tout de suite pour le Giro. Je sais pas si tu t'en souviens. Ben non, Geraint Thomas, il tombe dans les premières étapes du Giro. Ah, c'est dans les premières étapes du Après, Giro. bon, C'est vrai. l'an dernier, c'était particulier vu qu'il y a eu la post-corona, mais Oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'étais. oui, après, évidemment, il va y avoir le facteur blessure. Aussi, Evenpool, il va falloir voir comment il se remet de sa chute. Visiblement, l'entraînement a été repoussé à plusieurs reprises. Donc, ça reste un grand point d'interrogation. Ce serait peut-être lui le grand favori des JO s'il est à 100%, mais pour le moment, sa reprise est repoussée et on peut se poser la question de son retour au plus haut niveau, du moins dans les prochains mois. Et puis Van Der Poel aussi, peut-être. Le niveau de Van Der Poel cette année, notamment pour les JO, ça peut être aussi un trouble fait. Je pense que si on a un Van Der Poel au top, un Olaf au top et un Remco qui revient, je pense qu'on peut avoir un joli trio de favoris qui peuvent nous offrir du moins une course complètement folle. Après, je pense que le parcours, il convient quand même beaucoup moins à Van Der Poel. Je ne sais pas s'il est toujours axé sur le VTT cette année pour les JO. Mais c'est clairement, Van Der Poel sera un coureur à suivre et son duel avec Van Aert dans les Flandriennes, il s'annonce assez prometteur cette année. Palpitant, que ce soit Paris-Roubaix, les Flandres ou bien d'autres courses, je pense qu'on risque d'avoir du très beau spectacle. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as un sujet que tu voulais aborder de ton côté, Rémi? Bah, moi, je pense qu'on pourrait peut-être parler du betting en général sur le vélo, Hmm. des choses à éviter de faire. Moi, on parle souvent, bon, on en a parlé ensemble par rapport aux values, aux coureurs qui peut-être valent 100 de cote, mais qui sont cotés à 250. Est-ce que c'est bien de les prendre ou pas? Je pense que non. Pour moi, il faut quand même toujours avoir des idées avant les sorties de cote de scénarios, de coureurs qui pourraient s'imposer, comment, et ne pas réfléchir forcément en termes de chiffres bruts. Moi, je vois beaucoup de comptes sur Twitter qui sont contents quand il y a des cotes qui dropent de 250 à 150 parce qu'ils pensent avoir chopé un super type. Moi, je ne suis pas forcément de cet avis-là. À mon avis, il faut rester des scénarios de course, sur des prévisions, il faut chercher quel sera le meilleur coureur dans ce scénario précis plutôt que de chercher quel coureur vaut moins que sa cote actuelle. Moi, c'est ce type de sujet qui m'intéresse en ce moment. Hmm. Il y a un compte, je ne sais pas si vous connaissez, Always Bet the Breakaway, qui donne pas mal d'avis là-dessus et qui est intéressant à suivre. Et moi, j'aime bien tous ces posts. Je pense que ça pourrait aider pas mal de parieurs, surtout sur le vélo, qui est un sport vraiment particulier pour le pari sportif. Je suis plutôt d'accord. Merci d'ailleurs Brutus pour le follow. Euh, pour moi, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a tendance beaucoup à s'attarder sur les chiffres. Les drops hors argel, notamment, sont pas significatifs et n'ont pas de réelle valeur en cyclisme. C'est pas comme dans d'autres sports, notamment du sport collectif où un drop peut s'expliquer parce que y a des enjeux. Mais euh, un drop, c'est surtout parce que beaucoup de joueurs vont s'aligner sur le coureur. Par exemple, on a vu Gilbert drop énormément au GP de la Marseillaise alors que il a fait une déclaration en disant qu'il souffrait encore du genou et qu'il avait vraiment du mal à courir. Donc le jouer dans ces moments-là, c'est un peu contradictoire quand le mec fait une déclaration comme quoi il est pas bien. Donc pour moi, il faut vraiment plus observer les informations, chercher les interviews. Vous avez des sites qui en postent le matin. euh, Plus que se baser des cotations et juste regarder les codes drop et se dire bon maintenant il faut jouer ça. Euh, Après comme tu le dis, il faut avoir un scénario de course en tête et surtout chercher à quel coureur peut correspondre le scénario. Euh, Là où c'est peut-être intéressant de regarder les cotations, c'est quand on arrive sur les scénarios plus échappés qu'autre chose. Parce qu'en échappé, on va forcément avoir plusieurs atouts par chaque équipe qui vont se dégager. Il faut trouver les bons coureurs qui vont aller dans le bon coup. Et maintenant, après, trouver le coureur qui peut s'imposer. Ça permet de faire le tri également et pas forcément juste de mettre tout et n'importe quoi. Et surtout de ne pas mettre les favoris. Il y a beaucoup de moments sur les grands tours où je vois des scénarios un peu différents. Voit très souvent les bons scénarios, donc ça soit Going Full Gas, si vous connaissez sur Twitter. Je pense que tout le monde connaît Thibaut. Euh,
il lit les scénarios de course, les scénarios ne sont pas forcément les mêmes que vous pouvez lire de votre côté. Les choix peuvent être différents. C'est pas une erreur de voir un scénario de course différent en analysant l'étape. Il faut juste s'écouter et, et tout simplement mettre en place, du moins faire son choix de scénario de course, voir le coureur et par la suite aller voir les cotations. Et pas faire l'inverse en fait, je pense. Tu es plutôt d'accord sur ce point-là, Rémi? Oui, ben, tout à fait. Voilà, c'est ce genre d'éléments qui sont primordiaux, à mon avis, pour appréhender le betting en vélo. Pour moi, c'est des scénarios de course, c'est des coureurs, faut aller chercher les interviews, les infos à droite, à gauche. C'est pas mal de prises d'informations je pense quand commence à s'y connaître un petit peu, il faut se dire avant la sortie des côtes, un tel coureur, je le prends s'il est à tant de côtes, par exemple. C'est un truc que j'essaye de faire. Un peu là, pour moi, je me disais, demain, Kiatowski, je le prends s'il sera 10. Voilà, donc là, il sera 6-7, ben, je pense que je le prendrai peut-être pas. Et pas forcément aller voir le mec qui passe de 40 à 26. C'est génial, il a baissé, je le prends vite. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut gagner sur le long terme. Je suis totalement d'accord. Il y a un type qui nous dit que je fais une petite autopromotion. Alors, oui et non. On va dire que actuellement, je travaille, depuis l'année dernière, je travaille pour Vélo Pro. Et le matin, je m'occupe justement des interviews, je les upload sur YouTube. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir les interviews d'avant-course qui sont à peu près postées en peu près simultané, c'est moi qui les poste le matin. Vous avez le YouTube de Cycling Pro ou Vélo Pro en version française. Vous trouvez les interviews le matin qu'on peut faire. Ce matin, par exemple, on a eu Cocard, on a eu quelques interviews intéressantes et on a aussi les interviews à l'arrivée. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Ça peut être un autre point de vue avant de bête également, d'avoir justement les déclarations des coureurs et voir comment leur ressenti. Par exemple, avant-hier, on a eu Ackerman qui disait qu'il n'était pas forcément en jambes, et on l'a vu puisqu'on l'a toujours pas vu en action. Et aujourd'hui, il fait partie du groupe Eto d'ailleurs. Donc il termine à plus de 21 minutes. Demain, il pèsera pas dans le final et il fera pas un chrono. Donc de Bessèges, on n'aura vu aucunement Ackerman qui était pourtant le grand favori sur la première étape et la deuxième étape. Donc je pense que c'est des informations importantes et il faut vraiment pas hésiter à se baser de la presse dans tous les moments, suivre la presse. Et je sais que c'est dur parfois, mais essayer d'avoir toujours un petit peu l'œil sur Twitter et repérer les articles intéressants, voir les déclarations des coureurs en pré-saison aussi. Ça peut être intéressant de savoir quand est-ce qu'ils planifient leur pic de forme. Euh, L'exemple même, comme dit Thibaut, c'était Félix Gross sur la première étape. Il chute, c'est aussi un facteur X, mais il avait clairement déclaré qu'il n'était pas forcément en très grande forme. Voilà, donc tout ça, c'est des facteurs mis de bout à bout qui peuvent vous apprendre à être meilleur en betting. Et après, si je peux vous donner, moi, de mon côté, sur le betting live, c'est d'être réactif, de toujours avoir les bouts couverts et de vérifier quelle côte n'est pas ajustée. Quand il y a une échappée qui s'en va, il y a souvent des erreurs ou des moments où le book n'arrive pas à ajuster à temps. Et c'est à vous d'être au taquet et de battre le bookmaker sur ce temps-là. Voilà. Hello Natrox. Si vous voyez Natrox dans le chat, c'est lui qui m'a fait les overlays, etc. ou ma bannière Twitter. Donc n'hésitez pas à aller lui lâcher un follow sur Twitter. Donc voilà, il fait du très bon taf et il a encore plein de choses qui va arriver dans les jours à venir. Voilà. De ton côté, Rémi, si tu voulais rajouter sur ce point-là, peut-être sur le point de vue analyse et betting. Ben non, c'est justement, ouais, c'est ce que tu disais, hein, c'est important d'aller chercher des infos à droite à gauche. C'est ça qui est intéressant dans le vélo, c'est qu'il y a énormément de coureurs, énormément de variables, et le travail de recherche est considérable. Donc, sûr que si c'est quelque chose, si c'est un sport qui vous intéresse, c'est passionnant, même sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on peut voir des coureurs qui disent viser une course en particulier. Moi, je pense à Quinn Simmons qui a l'air de rêver de Paris-Roubaix, par exemple, qui est un coureur dont j'attends beaucoup cette année. Sur le cyclisme, il y a tellement de variables que ça en devient passionnant. Et c'est pour ça que le betting en vélo est totalement différent de tout ce qu'on peut retrouver, que ce soit en football, en basket ou en tennis, qui sont des sports un peu plus populaires, un peu plus connus, et où les books maîtrisent un peu mieux leur sujet. En vélo, il y a vraiment de quoi faire la différence sur les traders, par
la masse d'informations que l'on peut recueillir. Et puis j'ai envie de dire, quand on est passionné, c'est plus facile de jouer dans tous les cas. Je pense qu'il faut vraiment avoir de la passion du sport avant de s'attarder au betting et pas faire l'inverse. Être en mode, c'est pour le betting que je veux m'intéresser à ce sport. Il faut d'abord prendre du plaisir en regardant les épreuves et s'y attarder par la suite. Je pense que c'est le bon point de vue à avoir. Et je pense que Thibaut vous rejoindra sur ce point-là. Je veux dire, on peut parler cyclisme sans forcément parler betting et c'est une bonne chose également. Voilà. Et de ton côté, Rémi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point-là? Bah non, là, je pense on a fait le tour, hein. Je vois que Brutus nous sort l'exemple de Godu à la Covatia. Et moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ce type d'informations qui sont primordiales. On peut voir que certains. Il faut bien choisir aussi, ouais, on n'en a pas parlé. Mais les chaînes sur lesquelles on regarde les courses, parce que je pense que des consultants comme Jackie Durand vont être plus intéressants que ce qu'on peut avoir sur France Télévisions. Il y a pas, ces dernières semaines, moi, je me suis pas mal attardé sur le ski. Je me suis bien intéressé au ski, comme on n'avait pas trop la possibilité de jouer sur le vélo. Et le consultant qui bosse pour la chaîne Eurosport a toujours des super informations et est très pointu dans ses analyses. Et si on veut miser sur un coureur ou un skieur qu'on ne connaît pas forcément bien, faut savoir faire confiance aux bonnes personnes et c'est un très bon exemple que nous a sorti Brutus pour David Gaudu. De toute manière, je pense que recommander Eurosport, c'est la meilleure chose parce que ça soit justement en ski, comme on t'en parlait avec FX Rally, ou que ça soit du côté du cyclisme avec Jackie Durand et les rois de la pédale qui sont généralement ultra complets. Je pense que c'est là où on retrouve les meilleurs consultants. L'équipe, c'est peut-être le pire pour moi. Je ne parlerai pas de Patrick Chassé et Christophe Riblon ou de Jacques ou de notre alors j'ai plus le nom du plus ancien du plateau, mais l'équipe pour moi c'est à Cyril éviter. Guimard. Voilà, monsieur Guimard, et vous pouvez jouer tout l'inverse que vous dit l'équipe. C'est intéressant quand l'équipe vous dit que l'échappée ira pas au bout, elle ira au bout. Quand l'équipe vous dit que l'échappée va être prise, elle ira au bout. C'est aussi simple que ça. Là, Guimard, il nous a sorti une belle. Là, les carats sont cuites aux 25 km. Oui, alors C'était parfait. c'est on a l'habitude, on connaît ça, ils sont perdus. Alors, je sais que c'est du service public, mais c'est triste de la part de Guimard, qui est un ancien sélectionneur, que ce soit Riblon, qui est un ancien coureur, et Chassé également. C'est des mecs qui ont connu le métier, qui ont couru et qui ont des connaissances, et qui au final ont l'impression qu'ils connaissent rien du tout. J'ai l'impression que tu mettrais trois personnes qui n'ont jamais vu de cyclisme à la télé, ça serait exactement le même rendu en termes d'analyse. Il y a des erreurs au niveau des noms, il y a des erreurs sur plein de choses. Bon, c'est un petit peu dommage. Pour moi, France TV est un petit peu au-dessus, mais vraiment l'équipe c'est en dessous. Et, si je peux conseiller une chaîne, je sais que c'est payant, mais c'est Eurosport vraiment pour suivre vos courses, ça sera vraiment bien plus quali. Merci pour le follow, Natrox d'ailleurs. Euh, donc on va peut-être parler d'autres sujets. Est-ce que tu voulais aborder autre chose de ton côté, Rémi? Bah non, là, je pense qu'on a fait le tour. Oui, On a parlé des jeunes, un peu du betting, de quoi rechercher. On a parlé de l'étoile de Bessèges. Donc, à part si tu as des idées, d'autres idées, moi je pense que là on a bien fait le tour du sujet. Non, ça fait. Mais Justement. ouais, c'est vrai que c'est tout cet aspect autour du betting et autour du vélo qui est vraiment passionnant. Et je pense que ouais, il y a plein de petites astuces comme ça. Moi, ce que tu dis sur Eurosport, c'est totalement vrai. Combien de fois j'ai parié sur les infos de Jackie Durand, et puis même sur d'autres petits tips justement de gens qui sont à l'intérieur, qui sont dans le milieu, qui parlent avec les coureurs, qui connaissent certains coureurs. Je me souviens de Jackie Durand qui avait annoncé que Alaphilippe jouerait le maillot à poids la première année où il l'a gagné. Et ça, c'était difficile de se l'imaginer avant ce Tour de France. Donc pour moi, c'est des choses primordiales. Donc, c'est bien qu'on parle de ce type de choses qui ne sont pas forcément décrites dans les différents Twitch ou dans les différentes analyses. Je trouve que c'est un point super important. Et je te rejoins là-dessus. Il y a effectivement juste Crioston qui nous dit que en biathlon, l'équipe est top. Alors, je suis pas assez connaisseur en biathlon, mais il n'y a que du bon en termes de retour. On va dire que peut-être le plateau est un peu plus relevé et les analystes sont peut-être un peu plus
peu plus au niveau. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes dans le chat comme Gwendy qui sont peut-être plus aptes à répondre à ces questions. Et il y a Vogor qui dit, Rémi, que tout le monde t'aime. Voilà, donc t'as ce Eh ben, c'est petit, gentil. Moi, je vous aime tous aussi. t'as ce petit message de Vogor. Donc on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. On fera d'autres émissions, que ce soit avec Thibaut justement, ou avec Rémi de nouveau, ou d'autres invités. On parlera hand aussi hein, à d'autres moments. Donc je vous remercie d'avoir été si nombreux pour une première, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à lâcher votre follow pour le soutien, ça nous permettra d'avancer et puis c'est une manière de remercier aussi pour le taf si jamais vous nous suivez depuis des années. Et on vous souhaite en tous les cas une très bonne soirée et à plus, bye bye.